Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réparation de cette alimentation 5 volts 4 ampères achetée sur Amazon l'année dernière, donc début septembre 2018 et reçue quelques semaines plus tard étant donné que je commande tout en Chine. Pour info, mais d'entre vous s'en rappelleront sûrement, j'ai fait une vidéo de test de deux alimentations chinoises dont celle-ci faisait partie, donc je vous remettrai la vidéo en fichier avec le petit si jamais ça vous intéresse d'aller la voir ou la revoir. Sinon, concernant le déroulé de cette vidéo, donc dans un premier temps, on fera la réparation, donc avec les symptômes de l'alimentation, on vous remet dans le contexte tous ces trucs-là. Ensuite, comment j'ai fait pour trouver la panne, le composant défectueux, et on terminera par le remplacement de ce fameux composant. Et en deuxième partie, je referai une analyse rapide de l'alimentation. Voilà, il n'y a pas besoin d'accorder beaucoup de temps à ce niveau-là. Alors pourquoi je fais cette nouvelle analyse? Parce que voilà, la vidéo suivante qui sortira sur la chaîne sera une vidéo sur le test d'une alimentation de 5 volts, mais ce coup-ci 5 ampères, avec une conception totalement différente. Donc il me semble intéressant de faire un petit comparatif entre les deux. Et comme point de référence pour ce comparatif, je prendrai une alimentation de PC. Alors, un truc pas forcément de dernière génération, mais qui conviendra parfaitement pour cette analyse en tout cas. Il n'y a pas besoin de plus, ça ira parfaitement. Donc voilà un petit peu le programme. Un programme pas mal chargé, donc on va tout de suite commencer avec les symptômes. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, l'alimentation était utilisée pour la recharge de mes batteries lithium. Donc j'étais en train de recharger 4 batteries pour un courant d'à peu près 3 ampères 5, donc alimentation fortement chargée. Après, comme d'habitude, je me recharge mes batteries, je me casse, je reste pas là des heures, ça sert strictement à rien. Clairement, voilà, je vais pas attendre le temps qui tourne. À part si vraiment les batteries sont particulières ou que voilà, elles ont des tensions relativement faibles lors du démontage. Là, j'accorde quand même quelques minutes à surveiller, voir si elles chauffent pas trop, au cas où elles seraient en court-circuit ou des trucs comme ça, on ne sait jamais. Mais bon, là, elles étaient bonnes, donc je les ai mis en charge franco. Et une demi-heure après, quand je reviens, mon chargeur était éteint. L'alimentation, la LED était éteinte aussi. Et elle était chaude, quand même, elle était relativement chaude. Je sais pas du tout à ce moment-là quel était l'organe à l'intérieur, quel composant qui pouvait dégager cette chaleur. Et ensuite, voilà, je teste au cas où ça aurait été une coupure de courant ou des trucs comme ça, on ne sait jamais. La multiprise, le voyant est toujours allumé. Il y a un programmateur, je vérifie le programmateur, il est bon. Donc je me dis ça ne peut venir que de l'alimentation. Je déconnecte l'alimentation et ensuite je la mets sur l'établi et je commence à désosser tout ça. Alors j'en avais parlé à l'époque sur Twitter, donc c'est pour ça si j'étais un petit peu informé de tous ces trucs là. Ou même parfois j'ai pas la science infuse, donc parfois il y en a certains qui peuvent filer un coup de main ou donner quelques idées. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, il y aura le lien en description comme d'habitude. Et donc je commence le démontage. Par contre là, tout de suite, avant de mettre les mains sur le PCB, instant sécurité, ce condensateur là est très très dangereux. Alors là dessus il est facilement visible parce que c'est plus gros, mais dès que vous voyez un condensateur avec une inscription marquée dessus 400 volts, tout de suite vous faites super gaffe et il faut absolument le décharger. Il n'y a pas à nier dessus, il faut entièrement totalement décharger parce que voilà, il stocke une tension, la tension max du secteur, donc 325 volts pour une tension de 230 volts sur la prise de courant si vous avez ça chez vous. En tout cas il y aura moins si vous avez 220 à votre prise. Mais bon voilà, pour info, le corps humain peut supporter 100 volts pour une tension continue dans un milieu sec. Là on a 325, donc imaginez un petit peu la chose. À mon avis ça doit être un peu plus que chatouillé. Donc là on manipule la carte avec précaution. Alors moi ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas été branchée, donc là-dessus il n'y a pas de problème bien entendu. Mais bon, on manipule la carte avec précaution, on évite de mettre ses doigts là, sur la partie haute, donc toute cette partie là. Et là il faut le décharger ce condensateur. Donc il y a la méthode bourrin, j'appelle ça méthode bourrin. Vous prenez un tournevis et vous court-circuitez comme ça les bornes. Bien entendu, on évite ce type d'objet, il faut un truc quand même un minimum isolé. Après le problème de cette méthode c'est que voilà, les condensateurs ils aiment pas trop et à force ça les fragilise. Ils aiment pas, ils sont pas conçus pour débiter tout le courant d'un seul coup. Donc ça les fragilise quand même pas mal. Alors après il y a la deuxième méthode, la méthode douce, je vais appeler ça comme ça, qui consiste tout simplement à la décharger avec un déchargeur de condensateur. Alors c'est bête, je vous laisserai le loisir d'aller voir les vidéos sur YouTube. J'en ai pas fabriqué, peut-être qu'un jour j'en ferai, je sais pas, mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour ne pas forcément en tourner une. Mais bon, vous prenez deux résistances que vous mettez en série, par exemple deux résistances de 300 ohms, vous les mettez en série, vous les soudez et ensuite vous prenez les deux autres résistances, vous soudez des fils, des points de test, ce que vous voulez, vous mettez ça dans une boîte ABS, vous faites comme vous voulez, une impression 3D et ensuite vous venez décharger le condensateur comme ça. Alors
petite parenthèse, il est important d'utiliser 2 résistances pour un déchargeur de condensateur pour éviter d'atteindre sa tension limite. Alors, tout dépend des résistances, il faut regarder les datasheets de chaque résistance. Mais voilà, il est préférable quand même, par mesure de sécurité, voilà, de mettre quand même 2 résistances pour éviter d'atteindre sa tension limite. Puis voilà. Donc maintenant, une fois que le condensateur est déchargé, on peut foutre les mains où on veut. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais il me semble important de le dire quand même, de vérifier avec un multimètre. Position, tension continue, voir s'il ne reste pas une tension dangereuse quand même. Et une fois que c'est ça, j'ai vérifié d'où pouvait venir le point chaud. Donc tout de suite, le transfo était bouillant, hein, donc c'était lui. Je vérifie quand même tous les autres composants. Donc je fais tout, MOSFET, diode, tous ces trucs là, voilà. Je fais tout. Les 2 composants qui ressortent vraiment avec une température incertaine, c'est le transfo qui est excessif par rapport à d'habitude, et les diodes qui a une température, voilà. Mais c'est normal, il y avait quand même 3 ampères et demi. C'est des diodes 2 ampères. Voilà. Certes, elles sont pas au maximum de leur courant, mais bon, il y a quand même un petit peu de courant qui passe dedans, donc voilà. Surtout qu'elles sont à 3, c'est un peu serré. Voilà. J'avais prévu de les tester par la suite, donc je teste dans un premier temps le transfo. Pour cela, étant donné qu'il y a 2 enroulements, donc vous le constaterez ici, hein, on a ici 2 points de soudure sur le moins et 2 points de soudure sur le plus. Donc je dessoude tout. Je dessoude l'intégralité et je vérifie si le transfo n'est pas, le secondaire n'est pas en court-circuit. Les 2 secondaires ne sont pas en court-circuit. Pas de problème à ce niveau-là, ils sont bien dépendants l'un de l'autre. Bon, j'ai fait ça avec un bête multimètre en position mètre. C'est pas du tout comme ça que ça se fait normalement. Même si la tension est relativement faible, on a une tension de 5 volts à peu près à ce niveau-là. Mais bon, normalement, on fait ça avec un mégaohmètre ou des trucs comme ça. Ouais, on teste avec des tensions beaucoup plus élevées. Mais bon, voilà, j'ai pas ce type d'appareil. Et encore, bon, on n'est pas sur un côté secteur, on n'est pas sur une partie secteur où on teste vraiment pas, dans ce cas-ci, l'isolement entre le primaire et le secondaire. Donc, ouais, c'est pas encore trop dérangeant de tester avec un multimètre dans ces conditions, pour ces conditions-là. Donc, je répète, pas de court-circuit entre les 2 enroulements, l'enroulement de secondaire doublé. Donc, je vérifie ensuite les résistances de chaque enroulement. Là-dessus, pas de problème non plus. Alors, certes, la résistance me paraissait très très faible quand j'avais testé. On était aux alentours de quelques ohms, 2-3 ohms, un truc comme ça. Si je me trompe pas, bien entendu. Voilà, mais ça me paraissait relativement faible. Mais après réflexion, on est sur une tension de 5 volts, donc très peu de spire. Un courant de 2 ampères par enroulement, ce qui est assez important. Donc, obligatoirement, il faut une résistance la plus faible possible pour éviter les pertes par effet Joule. Donc voilà, ça me paraissait cohérent à ce niveau-là. Ça me paraissait cohérent. Ouais, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Donc j'ai abandonné le transfo, je l'ai ressoudé et j'ai tout de suite attaqué les diodes. Alors là pour le test des diodes, bien entendu j'ai dessoudé une des 2 pattes sur les 3 diodes, donc tout de suite vous voyez qu'il en manquait une, donc c'est là où était le problème. Mais je dessoude l'une des bornes, tout simplement parce que la tester en circuit c'est pas bon du tout, hein. Sincèrement les résultats sont faussés, 3 en parallèle en plus ça aurait fait des résultats de merde. Donc le top du top c'est de la retirer carrément du circuit, mais bon j'avais la flemme, je vous le dirai sincèrement. Donc j'ai dessoudé les pattes, ces pattes-ci, je les ai mises en l'air et ensuite j'ai testé. Pour tester, rien de très compliqué non plus. On prend un multimètre, donc là je le mets en position testeur de diode, j'appuie ensuite 2 fois, voilà, testeur de diode à ce niveau-là. Et ensuite on teste le sens passant et le sens bloquant. Donc le sens passant, il suffit de se mettre comme ceci, en tout cas pour ces diodes-là. On teste. Je vous montre pas les valeurs au multimètre parce que c'est totalement faussé étant donné que la diode est branchée là sur le circuit. Et ensuite on teste dans l'autre sens, dans le sens bloquant. Et normalement là on est censé trouver on est censé rien trouver. Et dans ce sens là on est censé trouver une tension relativement faible. Étant donné que c'est des diodes Schottky, donc voilà, c'est relativement normal à ce niveau. Donc voilà au niveau du test pour tester les diodes, hein, je vous ai dit c'est très très simple. Et ce qui a résulté de ce test, c'est que la première diode ici, la troisième diode était intacte, pas de problème là-dessus. Par contre, la deuxième diode était HS, passante dans les 2 sens. J'ai dessoudé intégralement et je l'ai repassé au petit testeur comme ça, le CRT4. Effectivement, elle était bien HS. Il a même trouvé, il me semble, aucun composant. Et voilà, ou peut-être une légère capacité. Mais bon, voilà, il n'y a vraiment rien trouvé, ou peut-être une petite résistance. Mais bon, voilà, c'est... le diagnostic fait au multimètre était bien confirmé, la diode était bel et bien HS. Alors pour cela, rien de très compliqué, hein. J'ai été chercher sur AliExpress parce que j'en ai pas trouvé sur Amazon. J'ai commandé des diodes, donc là c'est un lot de 50, donc enveloppe jaune papier à bulles, hein, comme d'habitude avec AliExpress. Et là c'est un lot de 50 diodes, donc diode Schottky, référence SR240. Je vous montre les diodes, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est des diodes, voilà, si je dois bien faire mise au point. Mais bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire.
Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à en ressouder une. Donc j'en ai déjà préparé une en avance, étant donné que c'est pas la première fois que je refais cette prise. Donc ensuite là il suffit de l'installer donc dans le bon sens, hein, suivre la polarité par rapport aux autres diodes. Donc je la remets. Alors si ça va bien venir par contre, étant donné qu'elle a déjà été recoupée, tout ça, ça va être une bonne galère. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Elles sont mis, je l'ai mis d'un côté, j'ai mis de l'autre. On vérifie, hein, je répète, mais on vérifie la polarité. Voilà, on voit bien le trait ici, on voit bien que les traits sont bien mis, donc pas de problème là-dessus. On retourne, je prends mon fer à souder. Je prends de l'étain, donc là, en espérant que la diode elle tienne tout seul, c'est parfait. Je prends de l'étain. Alors bien entendu, hein, à chaque fois qu'on fait une soudure, on nettoie bien la panne, c'est très important. Petite éponge comme ça métallique, ça fonctionne parfaitement. Regardez, ça fait à peu près plus, ça va bientôt faire 1 an que j'ai mon fer à souder. Et voilà, la panne est toujours parfaite, pas du tout bouffée, pas du tout détériorée. C'est un très bon fer à souder. Le prix, bon certes, il est peut-être un peu, voilà, il est correct. Il est un petit peu cher, c'est pas du premier prix, mais du premier prix qu'il dure très longtemps. Les premiers fers que j'avais achetés, c'est des fers de chez Lidl, et sincèrement les pannes, c'était des pannes à visser, donc très difficile à trouver en remplacement. Et en plus, elles se bouffaient en 30 secondes, donc si c'est pour faire de la merde, voilà, autant acheter du bon matos tout de suite. Bon, de toute façon, je vous renverrai vers le lien de la vidéo de se faire souder dans tous les cas. Donc voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à venir déposer la panne à l'emplacement où on veut mettre l'étain. On fait chauffer la surface et ensuite on vient déposer l'étain à l'emplacement de la pâte. Donc là, c'est bon. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va relativement vite de ce côté-ci. Je vais vérifier quand même si la soudure est bonne. Oh, par contre, ouais, ça a déconné. La diode est tombée. Donc je vais la remettre en place. Je vais appuyer comme ça dessus. À ce niveau-là, c'est bon. On vérifie à peu près les soudures. Elles sont bonnes, donc c'est bon. Je nettoie mon fer, je le réinstalle. Je vous montre ça rapidement. Si on va bien faire mise au point, bien entendu, ça c'est toujours autre chose. Bon voilà, bon, j'ai pas du tout nettoyé les soudures, hein, vous verrez, il y en a tout plein dessus. Mais bon, voilà, les soudures sont propres, c'est ces deux soudures là. Ici on verra, on constatera qu'il y a un petit morceau de piste qui est parti. Bon, voilà, c'est à force de souder, de dessouder à chaque fois la John, hein, ça part à force, mais bon. Là c'est bon, la soudure est bonne. Donc la réparation par elle-même est terminée. Il suffirait de rebrancher sur le secteur et puis voilà, ça fonctionnerait. Je vais pas le faire en vidéo, voilà, je trouve pas l'utilité sincèrement. Elle fonctionnait avant et elle fonctionne toujours là maintenant, hein, de toute manière. Pas de problème là-dessus. Après, pour vous dire un petit peu, pour essayer de discuter un petit peu, pourquoi cette diode là a cramé. Alors, je pense pas que c'est dû à un problème, à une mauvaise qualité ou des trucs comme ça. Je pense surtout que c'est un problème de dimensionnement ou d'espacement entre les diodes. En fait, le truc c'est que là, étant donné qu'il y avait un courant relativement important, les diodes dégageaient de la chaleur. Ça, on peut pas nier. Il y a une petite résistance, donc obligatoirement, voilà, il y a un petit peu de perte et un petit peu de dégagement de chaleur. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que la diode du milieu n'a pas réussi à se refroidir suffisamment, étant donné qu'elle avait sa chaleur à elle qu'elle dégageait, plus la chaleur de ses deux voisines. De ce fait, elle a fait un emballement thermique en quelque sorte, et elle s'est détruite de ce fait. Je pense que c'est ça. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres explications, hein, je suis preneur, je suis débutant, j'ai pas forcément science infuse, je le répète suffisamment souvent je pense. Mais bon voilà, n'hésitez pas à mettre des suppositions, ça pourrait intéresser de nombreuses personnes. Donc c'est pour cela, hein, là les diodes sont, je peux passer un tournevis à chaque fois, c'est parce que je les ai écartés par la suite, pour que là, normalement ça devrait plus se passer, mais normalement, à la base, elles étaient quasiment tous collées l'une à l'autre, hein. Il y avait vraiment un cheveu d'écart qu'on pouvait passer entre les deux, donc c'était vraiment très fin. Voilà au niveau de mon explication pour la diode. Et après au niveau du transfo, je pense, en tout cas si je me trompe pas, d'après ce que j'ai plus ou moins regardé comment c'était fait au niveau de la circuiterie tout ça, que en fait le fait d'avoir une diode de cramée, c'est comme si le transfo était en court-circuit. Je dis bien c'est comme si, hein, voilà, normalement c'est presque pareil. C'est pas exactement comme si c'était en court-circuit, mais c'est comme si. Voilà, après, je sais pas, s'il y en a qui veulent développer le sujet en commentaire. Voilà, dites-le, ça peut toujours être intéressant à ce niveau. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de sa réparation par elle-même. Donc maintenant on va tout de suite attaquer la deuxième partie. Donc je débarrasse un petit peu, hein, voilà, pour que ce soit un peu plus clean. Je débarrasse les diodes. Et je vais prendre mon alimentation qui va me servir de référence. Donc comme on va commencer par la partie secteur, donc moi la partie secteur se trouve ici sur l'alimentation, donc je vais la mettre comme ça. Je vais redescendre celle-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ça, on pourra faire un petit comparatif plus ou moins en temps réel.
Donc là-dessus, sur cette alimentation aussi, qu'est-ce qu'on a? On a le secteur ici, ensuite fusible, diode, condensateur, voilà tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'alimentation électrique, fusible sous cette gaine thermo à ce niveau-là. Ensuite, là, on a, au lieu d'avoir les diodes comme sur cette alimentation-là, qu'est-ce qu'on en a? Self, condensateur, encore condensateur. Les composants bleus, je sais plus exactement c'est quoi. Je vous mettrai en haut parce que voilà, j'ai des doutes, sincèrement, j'ai des doutes. Peut-être des condensateurs haute tension, des trucs comme ça. Sincèrement, je sais pas. D'après le symbole qui est plus ou moins dessiné sur le PCB, ça ressemblerait à des condensateurs haute tension. Malheureusement, là, je ne pourrais pas dire. Ouais, je ne sais pas. Sincèrement, je vous mettrai plus d'infos. Je me suis pas vraiment renseigné avant sur le sujet. Donc voilà. Et ensuite, après tout ce qui est en condensateur, tout ça, ici on a un petit composant, un petit disque vert. Donc normalement là-dessus c'est une NTC ou un truc de ce type-là. En quelque sorte, c'est une CTN, peut-être plus une CTN. Ensuite, on a diode ici, pont de diode, donc un plus important parce qu'il y a plus de puissance, et condensateur. Donc on voit tout de suite la différence que tout ce qui est cette partie-là, donc tout ce qui est étage de filtrage, en fait c'est du filtrage hein, tout simplement, est totalement absent. Ça peut être problématique pour plusieurs cas. Alors je pense pas pouvoir tous les citer, hein, j'ai dit encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc je ne connais pas tous les trucs dans le domaine. Mais bon, déjà, cet étage de filtrage permet d'éviter des remontées sur le réseau de tous les parasites haute fréquence. Parce que voilà, c'est des bobines, c'est des découpages à haute fréquence, plusieurs kilohertz. Voilà, c'est pour éviter tous les parasites qui reviennent sur le réseau. Là, on les a pas, on n'a rien ici, donc il peut potentiellement avoir des parasites qui reviennent. Ce qui peut perturber certains appareils, comme par exemple tout ce qui est chaîne IFI, tous ces trucs-là, avec tout ce qui est radio en fait, tout ce qui va être appareil radio, ça peut les perturber. Peut-être pas les appareils radio récents, mais peut-être les appareils radio un peu plus vieux qui utilisent des transos, des vrais transos pour les alimenter, et non comme les nouveaux appareils, tous ces trucs-là qui utilisent tous des alimentations à découpage. Et la plupart du temps, quand c'est des alimentations à découpage, c'est rarement, c'est pas problématique à ce niveau-là. Mais voilà, tout ce qui va être en pli ou des trucs comme ça, tout ce qui va être avec des vrais transos, ça peut perturber vraiment et faire un bruit de fond qui peut être relativement désagréable. Et ensuite aussi, à mon avis, alors ça j'en suis pas du tout sûr de ce que je dis, je le mets entre des pincettes, mais je pense aussi que, étant donné qu'il y a tout ce qui est, il y a des selfs, il y a des bobines, il y a des condensateurs, je pense aussi que ça améliore le cosinus phi de l'alimentation. Étant donné qu'on recharge des condensateurs via le pont de diode, j'ai fait un petit schéma, j'avais pas trop prévu de vous le montrer, mais bon, je vais le faire quand même. En fait, les condensateurs se rechargent, tout dépend de leur capacité. S'ils ont une énorme capacité, ils vont se recharger au sommet du signal, donc le cos-phi va être bon, il va être proche de 1 parce le courant va être en phase avec la tension. Mais si, là, comme dans mon cas où j'ai dessiné, les condensateurs ne stockent pas assez d'énergie ou l'alimentation, on tire trop de courant sur la sortie, les condensateurs se déchargent et ils vont se recharger avant le sommet de la tension. Donc obligatoirement, le décalage entre la pointe de courant et le sommet de la tension, en fait, je sais pas si mon explication est vraiment claire, mais bon voilà, en quelque sorte, le décalage est le cosinus phi. Et voilà, en fait là, si on regarde un petit peu, ici ça se recharge à ce niveau-là, donc à ce niveau-ci, ici ça se recharge ici, et ici ça se recharge à ce niveau-là. Et on constate tout de suite que on n'est pas du tout, la recharge des condensateurs n'est pas du tout au sommet de la tension, ce qui fait que le cosinus phi, voilà, il est très très loin, il est très très loin de 1. Et c'est pas le but. Le EDF, eux, ils veulent un cosinus phi le plus proche de 1. Pour vous dire un petit peu aussi, dans tout ce qui est installation industrielle, on impose un cosinus phi. Pour tout ce qui va être avec beaucoup de moteurs ou des trucs comme ça, on impose un cosinus phi à ne pas dépasser. Et si on dépasse ce cosinus phi, il est trop bas en fait, on paye un truc supplémentaire. Il y a une facturation qui est faite. Donc voilà, le cosinus phi est très important. Les maisons, on le fait pas encore, mais avec le Linky, tous ces trucs-là, qui dit que ça n'arriverait pas un jour, un de ces quatre, avec tout ce qui est l'augmentation des alimentations à découpage, ça pourrait arriver un de ces quatre. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais pas continuer de plus au niveau du secteur, on va tout de suite enchaîner donc sur la sortie. Donc je vais sortir tout ça parce que sinon ça va pas être visible. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais sur cette alimentation, dans l'alimentation de PC, on a ici donc la diode Schottky, donc dans un boîtier beaucoup plus important, c'est normal, hein. On a beaucoup plus de puissance, il faut le rappeler. Donc diode Schottky, ensuite ici self, qu'on retrouvera aussi une autre ici pour un autre circuit. On en retrouvera aussi
une là-bas, on en retrouve une sous la gaine thermo ici. Bon voilà, il y en a un petit peu partout des selfs. Une par tension, hein. À mon avis là-dessus, il y a plusieurs tensions qui sont traitées sur sur celle-ci de self. Et ensuite, un condensateur. Là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc transfo, diode qui était bien ici, et ensuite condensateur. Donc il n'y a pas du tout de self. Or, là c'est moins dérangeant je dirais, mais ça peut avoir son importance, parce qu'en fait la self elle va permettre de lisser totalement la tension. Dans la mesure des possibles hein, quand même, hein, mais bon, ouais. En fait le truc c'est que là le simple condensateur il peut avoir une légère ondulation qui se crée sur la tension de sortie, alors qu'avec une self, normalement, je dis bien normalement, toute ondulation disparaît ou est fortement atténuée en tout cas, est fortement atténuée. Donc voilà, au niveau de la sortie, bon, pas grand chose à signaler. Je pense quand même qu'au niveau de la conception, la sortie, bon, il n'y a pas grand chose de différence, ça, c'est pas si important que ça. Moi, dans mon cas, c'est pas trop dérangeant, mais bon. Voilà. Pour certains appareils, ça peut vraiment être néfaste, je pense aussi, ça peut vraiment être néfaste. Donc, je pense pas continuer des heures. La vidéo, de toute façon, est relativement trop longue, je vais arrêter ici. Donc, si jamais vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à me la poser en commentaire de la vidéo, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, hein, ça permet de faire découvrir la chaîne, tous ces trucs-là. Je remercie vraiment toutes les personnes qui partagent. N'oubliez pas aussi de mettre de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça permet de m'encourager, voilà, savoir si la vidéo elle vous a plu. Aussi, je remarque que vous êtes certains parfois à mettre toujours un petit dislike ou des trucs comme ça. Dites-moi pourquoi vous avez pas aimé la vidéo, peut-être que je pourrais m'améliorer, tous ces trucs-là. N'hésitez pas à me dire, parce que si vous mettez des dislikes et que je sais pas ce que vous avez pas aimé, je peux pas m'améliorer, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire. Et pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça permet de faire grandir la chaîne et faire évoluer. Voilà, je vais arrêter ici. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.